Ma mère m'a dit que je n'étais pas la bienvenue à Noël parce que les parents de mon beau-père, qui me détestent, seraient présents. J'ai donc rompu tout lien avec eux et cessé mon soutien financier. Mais quelques mois plus tard, ils sont apparus à ma porte. J'ai toujours détesté les appels téléphoniques qui commencent par une longue pause, ils n'apportent jamais de bonnes nouvelles. 3 jours avant Noël, l'hésitation de ma mère de l'autre côté de la ligne m'a tout dit avant même qu'elle ne le dise. Erika, chérie, je pense qu'il serait mieux que tu ne rentres pas à la maison pour Noël cette année. Maman, de quoi parles-tu? C'est juste. Eh bien, les parents de Richard viennent, et ils ne veulent pas te voir. Et ils l'ont fait savoir très clairement. Je me suis affaissé sur mon canapé, essayant de comprendre ce que j'entendais. Richard était mon beau-père. Il était marié à ma mère depuis que j'avais 10 ans, et ses parents ne m'avaient jamais aimé. Mais c'était différent, c'était ma mère qui les choisissait plutôt que moi. Nous avons toujours passé Noël ensemble, ai-je dit, essayant de garder la voix stable. Chaque année depuis la mort de papa. C'est notre tradition. Je sais, chérie, mais... Quoi? Tu choisis sérieusement d'autres personnes plutôt que ta propre fille? Le silence qui a suivi était pire que n'importe quelle excuse qu'elle aurait pu donner. Quand elle a finalement parlé, sa voix était tendue. Ils ont menacé de déshériter Richard s'ils découvrent que nous sommes encore en contact avec toi. Ils nous ont dit qu'ils ne lui laisseraient pas d'héritage et qu'ils cesseraient de nous parler complètement. Donc, c'est une question d'argent? J'ai simplement crié. Non, ce n'est pas seulement ça, a-t-elle dit rapidement. Je leur ai dit que nous n'étions pas en contact avec toi depuis des années. J'ai besoin que tu acceptes ça. C'est juste une fois. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Tu veux que je fasse semblant de ne pas exister dans ta vie? C'est ta solution? Les parents de Richard sont des gens difficiles, Erika. Ils sont méchants et têtus. Nous devons nous assurer qu'ils croient que plus personne dans la famille ne te parle plus. Tu dois comprendre. J'ai raccroché. Je ne pouvais plus écouter. Pour comprendre pourquoi les parents de Richard me détestaient autant, il faudrait remonter il y a plus de 20 ans. Mon vrai père est mort dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Pendant 6 ans, il n'y avait que maman et moi, contre le monde. Puis elle a rencontré Richard, un veuf avec une fille de 9 ans nommée Anna. Lorsqu'ils se sont mariés, Richard et Anna ont emménagé dans notre maison. Les choses allaient bien au début. Anna et moi nous entendions assez bien. Nous nous disputions parfois, comme des sœurs le font où nous lancions des oreillers l'une sur l'autre et nous nous battions pour savoir qui aurait la télécommande des choses normales pour des enfants. Les parents de Richard, cependant ils m'ont détesté dès le premier jour. Elle est impolie et mal élevée, disait-il, juste devant moi, comme si je n'étais même pas là. Lorsqu'ils venaient nous rendre visite, ils apportaient des cadeaux pour Anna et rien pour moi. Ils me parlaient autour de moi, à travers moi, mais jamais à moi. Le pire s'est produit quand j'avais 14 ans. Maman et Richard sont partis en vacances, laissant Anna et moi avec les parents de Richard. Habituellement, nous restions chez ma tante Sarah, la sœur de maman, mais elle était occupée à ce moment-là. Les parents de Richard n'étaient pas contents de nous avoir, surtout moi, mais ils ont accepté à contre-cœur. Après une semaine passée enfermés ensemble, Anna et moi nous sommes disputés à propos de l'ordinateur portable. Nous étions toutes les deux terriblement ennuyées, et les tensions étaient élevées. Pendant la dispute, je l'ai poussée au pas fort, juste une bousculade mais elle a perdu l'équilibre, est tombée maladroitement et s'est cassé le bras. Le cri qui est sorti de Anna était à glacer le sang. Ses grands-parents sont arrivés en courant. Son grand-père l'a emmenée à l'hôpital tandis que sa grand-mère appelait Richard, hystérique. « Tu dois rentrer immédiatement » a-t-elle hurlé dans le téléphone. Erika a battu Anna violemment et lui a cassé le bras. Elle doit être dans une clinique psychiatrique. Elle est complètement hors de contrôle. Après cet appel, tout a changé. Ils m'ont enfermé dans une chambre, ont pris mon téléphone et n'ouvraient la porte que pour faire passer les repas. Ils m'ont appelé animal enragé et m'ont menacé de placement en centre de détention pour mineurs. Maman et Richard ont écourté leurs vacances et sont rentrés 3 jours plus tard. Richard était furieux, a dit qu'il ne pouvait pas se faire confiance pour être près de moi. Ils m'ont envoyé chez tante Sarah pendant 2 mois. Quand je suis finalement rentré à la maison, Richard me parlait à peine. Anna et moi nous sommes réconciliés rapidement, ironiquement, l'incident nous a rapprochés. Mes parents m'ont forcé à suivre une thérapie pour des problèmes de colère que je n'avais jamais eus. L'atmosphère à la maison était étouffante. Après ça,
quand j'ai eu 18 ans et que je suis parti pour l'université dans une autre ville, c'était comme m'échapper de prison. Pendant mes études universitaires, je n'ai gardé le contact qu'avec maman et Anna. J'ai étudié l'administration et la gestion, travaillant d'arrache-pied pour me faire une place. En dernière année, ma copine Olivia et moi avons obtenu des stages dans la chaîne de restaurants du père d'Olivia. J'ai élaboré un plan de développement qui a choqué tout le monde lorsqu'il a réellement fonctionné, les bénéfices ont grimpé en flèche en quelques mois. Après l'obtention de mon diplôme, le père d'Olivia m'a offert un emploi. Il remettait la société de gestion de restaurants à Olivia, et elle me voulait comme directrice exécutive. Je serai responsable du développement commercial et de la modernisation, essentiellement sa bras droit. Olivia et moi avons transformé cette chaîne de restaurants. Nous avons mis en place des services de livraison de nourriture, développé une application mobile et créé des espaces de travail où les clients pouvaient utiliser des ordinateurs portables tout en commandant de la nourriture. Nous avons commencé des cours de cuisine, installé des caméras de diffusion en direct dans les cuisines pour montrer à quel point elles étaient propres et efficaces, et conçu des zones spéciales pour les selfies dans chaque restaurant. Les jeunes ont commencé à affluer, nous avons gardé les anciens clients et en avons attiré des tonnes de nouveaux. Les affaires ont prospéré, et soudain j'avais un salaire dont je n'aurais jamais rêvé. Pour la première fois de ma vie, j'avais des économies. C'est à ce moment-là que maman a appelé à propos des problèmes de travail de Richard. Il avait été licencié, a-t-elle expliqué. Nous avons du mal à payer les mensualités du prêt hypothécaire. Puis Richard a pris le téléphone. Erika, je suis désolé pour tout. Tu es notre seul espoir en ce moment. J'ai donc accepté d'aider. Chaque mois, j'envoyais de l'argent pour le paiement de leur hypothèque. Finalement, Richard a trouvé un travail à temps partiel, mais j'ai continué à payer quand même. Ce n'était pas une difficulté pour moi, et il s'était habitué à l'aide. Je pensais que j'achetais une meilleure relation avec eux. Je me trompais. Après cet appel horrible avec maman, je suis resté assise sur mon canapé pendant ce qui m'a semblé des heures, à ne faire que regarder mon téléphone. Mes pensées étaient un désordre. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait. J'ai composé le numéro de Anna. Et, sœur, qu'est-ce qui se passe? La voix joyeuse de Anna contrastait tellement avec ce que je ressentais. Maman vient d'appeler, ai-je dit, ma voix tremblant un peu. Elle m'a dit de ne pas rentrer à la maison pour Noël parce que tes grands-parents seront là. Tes grands-parents ont menacé de déshériter Richard s'ils découvraient qu'il te parlait encore. Apparemment, elle leur a dit pendant des années qu'ils n'avaient aucun contact avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Anna jurait rarement. Elle veut que je joue le jeu, ai-je continué. Faire semblant de ne plus faire partie de la famille pour que tes grands-parents leur laissent de l'argent un jour. Eh bien, au diable ça, a dit Anna fermement. Si tu n'es pas la bienvenue là-bas, alors je ne viendrai pas non plus. S'ils choisissent l'argent plutôt que toi, alors ils peuvent faire Noël sans nous deux. Des larmes ont coulé sur mes joues. Après tout ce que nous avions traversé, Anna était toujours la seule personne de ma famille qui me soutenait inconditionnellement. Après avoir raccroché avec Anna, je me suis senti un peu mieux. J'ai appelé quelques amis qui, je le savais, n'avaient pas de projets familiaux pour Noël. À la fin de la soirée, j'avais organisé un Noël des orphelins improvisé dans mon appartement avec Anna et 5 amis. La veille de Noël, Anna est arrivée avec une petite valise et un sac rempli de décorations. J'ai fait un raid au magasin à $1, a-t-elle dit, jetant des ornements brillants et des guirlandes sur ma table basse. Ton appartement a besoin d'un peu d'esprit de Noël. Nous avons passé la soirée à décorer mon appartement, à boire du vin et à nous rattraper. Aucune de nous n'a mentionné maman, ou Richard, ou la situation de l'héritage. Pendant quelques heures, c'était comme avant. Le jour de Noël n'a rien eu à voir avec les événements formels et tendus dans lesquels nous avions grandi à la maison. Mes amis sont arrivés vers midi, chacun apportant de la nourriture, des boissons ou des jeux. Nous avons trop mangé, trop ri et probablement bu plus que nous n'aurions dû. Ce n'était pas traditionnel, mais c'était réel. À la fin de la soirée, même Anna a admis que c'était le meilleur Noël qu'elle ait eu depuis des années. Mais, bien sûr, la réalité a une façon de s'immiscer. En faisant défiler Instagram avant de me coucher, j'ai vu une publication de maman. La voilà, souriant à côté des parents de Richard dans leur salon, tout le monde portant des pulls de Noël assortis. La légende disait, tellement heureuse de passer cette journée spéciale en famille. Famille, le mot ressemblait à un couteau qui se tordait dans mes entrailles. Je ne faisais plus partie de la famille. J'étais une vérité gênante à cacher.
Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. La publication Instagram n'arrêtait pas de repasser dans mon esprit, ainsi que chaque paiement hypothécaire mensuel que j'avais effectué. Chaque fois que j'envoyais cet argent, je pensais que je soignais d'anciennes blessures, que je construisais des ponts. Maintenant, je me suis rendu compte que je n'avais fait qu'acheter l'illusion d'une famille. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le virement automatique sur le compte hypothécaire de mes parents. C'était peut-être mesquin, mais j'en avais fini d'être utilisé. 2 semaines se sont écoulées. Je me suis jeté dans le travail, reconnaissante de la ruée post-vacances de nouveaux clients de restaurants avec leur résolution du nouvel an d'essayer de nouveaux endroits. Olivia et moi travaillions sur des plans pour ouvrir un nouvel établissement, et j'ai apprécié la distraction. Puis maman a appelé. J'ai presque ne pas répondu, mais une partie de moi voulait entendre ce qu'elle avait à dire. « Erika, il y a un problème avec le paiement de l'hypothèque », a-t-elle dit sans même dire bonjour. « Avez-vous oublié de l'envoyer ?»« Je n'ai pas oublié », ai-je répondu, gardant ma voix stable. « Je l'ai annulé. » Il y a eu un instant de silence. « Qu'est-ce que tu veux dire par tu l'as annulé ?»« Je veux dire que je ne paie plus votre hypothèque. »« Mais nous comptons sur cet argent. » Sa voix s'est élevée dans la panique. « Le paiement est dû aujourd'hui. Tu aurais dû y penser avant de me trahir pour l'argent de tes beaux-parents. Vous les avez choisis plutôt que moi, ai-je dit. Maintenant, vous pouvez leur demander de payer votre hypothèque. C'est à cause de Noël, Erika. Tu es enfantine. On t'a expliqué pourquoi. Tu as expliqué que l'argent est plus important pour toi que moi. Message reçu, son ton a alors changé, passant de paniqué à accusateur. Je sais ce que tu as fait. Tu as convaincu Anna de ne pas venir pour Noël. Tu l'as retournée contre nous. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous êtes devenue folle à cause de cet héritage. Les gens normaux n'inventent pas des maladies pour leurs enfants, maman. Ils ne les désavouent pas pour de l'argent. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi récemment, maman? En plus de me chasser de Noël et de mentir sur mon existence? Elle m'a raccroché au nez. Les quelques mois suivants ont été calmes. Maman n'a plus appelé, et je n'ai pas pris contact. Anna est restée en contact, me rendant visite quand elle le pouvait. Elle était devenue mon seul véritable lien avec ma vie d'avant, le seul membre de ma famille qui ne m'avait pas trahi. Je me suis concentré sur le travail, me jetant dans de nouveaux projets. Olivia et moi avons agrandi notre marque de restaurant, en ouvrant un nouvel établissement de l'autre côté de la ville. Les affaires allaient bien, la vie était stable, mais il y avait toujours un sentiment de vide quand je pensais à ma famille. Puis, un soir de fin avril, Anna a appelé. « Et, je vais venir te rendre visite demain. C'est bon ?» Il y avait quelque chose de bizarre dans sa voix, mais je n'ai pas insisté. Anna avait toujours été directe lorsqu'elle voulait l'être. Le lendemain, juste après midi, on a sonné à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver non seulement Anna, mais aussi maman et Richard debout là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai reculé, manquant de claquer la porte. Anna a levé les mains. Écoutez-les, Erika, s'il te plaît. En regardant leur visage, l'inquiétude de maman, le malaise de Richard, la supplication de Anna, je savais que ça n'allait pas être une courte conversation. Ils sont entrés dans mon salon comme des étrangers, ce qu'ils étaient en quelque sorte à ce moment-là. Maman serrait son sac à main contre sa poitrine, Richard se tenait maladroitement près de la fenêtre, Anna s'est éclairci la gorge. Alors, je pense que maman et papa ont quelque chose à dire. Maman a pris une profonde inspiration. Erika, nous sommes venus nous excuser. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait à Noël était mal. J'ai attendu plus, mais elle semblait penser que c'était suffisant. C'est tout? J'ai finalement demandé. Tu nous manques, a ajouté Richard. La maison n'est pas la même sans que tu passes. La maison où je n'étais pas la bienvenue à Noël, ma voix montait, et je m'en fichais. La maison où vous faites semblant que je n'existe pas lorsque vos parents viennent nous rendre visite. Il va falloir faire mieux que tu nous manques, Anna m'a touché le bras. Laisse-le finir, Erika. Maman a souri maladroitement. Tu as raison d'être en colère. Nous t'avons trahi. Je t'ai trahi. J'ai privilégié l'argent à ma propre fille, et je suis malade depuis. Nous n'avons plus besoin de ton aide financière. J'ai trouvé un nouvel emploi, meilleur que l'ancien,
a dit Richard. Nous gérons les paiements hypothécaires très bien. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là, alors? J'ai demandé. Parce que nous sommes une famille, a dit maman, sa voix se brisant. Et nous avons failli jeter ça, pourquoi? Pour l'approbation de mes beaux-parents? Pour l'argent que nous pourrions obtenir un jour? C'était mal. Un certain quelque chose dans sa sincérité m'a fait réfléchir. J'étais prête aux excuses, aux sentiments de culpabilité, aux manipulations. Je n'étais pas préparé à de véritables remords. Qu'en est-il de tes parents? J'ai demandé à Richard. Ont-ils toujours l'intention de te déshériter s'ils découvrent que nous parlons? Richard a baissé les yeux sur ses mains. Je les ai appelés après que tu aies cessé d'envoyer de l'argent. Je leur ai dit que je n'allais plus faire semblant que tu étais ma fille aussi. Ils ont pété les plombs, m'ont menacé de me désavouer comme ils l'avaient dit. On a eu une grosse dispute. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai demandé. Moi, a dit Anna. J'ai appelé grand-mère et grand-père et je leur ai tout dit. Que je te soutenais pleinement, toi et papa. Et s'ils ne pouvaient pas t'accepter comme faisant partie de notre famille, alors ils me perdraient aussi. Maman a hoché la tête. Ils ont rappelé 3 jours plus tard. Ils ont dit qu'ils s'étaient calmés et qu'ils étaient prêts à accepter les choses. Ils ne sont pas prêts à perdre Anna. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait leur pardonner, retrouver ma famille. Une autre partie se souvenait à quel point ils m'avaient facilement mise de côté quand cela leur convenait. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance à nouveau, ai-je dit honnêtement. Vous m'avez mise de côté quand cela vous arrangeait. Que se passera-t-il la prochaine fois qu'ils menaceront de vous couper? Il n'y aura pas de prochaine fois, a insisté maman. Nous avons tracé une ligne. Tu es notre fille, et c'est non négociable. Maman a poussé un sanglot et s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. Je suis restée raide dans ses bras, pas tout à fait prête à céder complètement. Nous avons envisagé une thérapie familiale, a dit Richard quand maman m'a finalement lâché. Nous 4, pour régler les vieux problèmes, pas seulement ce dernier désastre. Une thérapie? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Richard s'était toujours moqué de mes séances obligatoires de gestion de la colère quand j'étais adolescente. C'était l'idée de papa, a dit Anna, fière de lui. Il dit que nous avons tous des bagages à défaire. J'aurais dû te défendre il y a des années, a admis Richard. Après l'accident du bras d'Anna, je savais que ce n'était pas de ta faute, mais j'ai laissé mes parents dicter comment je te traitais. Ce n'était pas juste. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de gagner son approbation, aux séances de thérapie où les conseillers essayaient de me réparer alors que je n'étais pas brisé, à la façon dont je les avais soutenus financièrement même après tout ça, en espérant que ça les ferait m'aimer. Cette soirée s'est étirée en des heures de conversation douloureuses mais nécessaires. Nous avons parlé des vieilles blessures que je pensais avoir cicatrisées mais qui ne l'étaient manifestement pas, de la trahison de Noël qui avait été la goutte d'eau, de ce qu'il faudrait pour reconstruire la confiance. Au moment où ils sont partis, nous avions un plan, des séances de thérapie familiale hebdomadaires à partir du mois suivant, des dîners réguliers juste nous 4, pas de beaux-parents autorisés, des limites claires sur ce qui était et n'était pas acceptable à l'avenir. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. Après leur départ, Anna est restée. Elle s'est laissée tomber sur mon canapé avec la familiarité d'une sœur qui savait qu'elle était la bienvenue. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi veut les croire, une autre partie attend que l'autre soulier tombe. Je comprends, elle a tiré sur un fil lâche sur mon coussin. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il le pense cette fois-ci. Tu aurais dû voir maman après Noël, elle était un désastre. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait fait une horrible erreur. T'ont-ils demandé d'organiser ça? Anna a secoué la tête. C'était mon idée. J'en avais marre d'être l'intermédiaire, de les entendre parler de combien tu leur manquais tout en sachant qu'ils t'avaient tellement blessé. Je me suis penché en arrière, soudain épuisé. Je ne suis pas sûr que la thérapie familiale va tout arranger. Probablement pas, a convenu Anna. Mais c'est une étape. Et je serai là aussi, pour m'assurer qu'ils ne reculent pas. J'ai souri à ma vraie sœur, indépendamment du sang. Quand es-tu devenue si sage? J'ai appris des meilleurs, a-t-elle dit, me donnant un coup de coude. Tu n'as jamais abandonné, même quand on était enfant et que j'étais une vraie garce. Maintenant, c'est mon tour de ne pas abandonner cette famille. Ce soir-là, après le départ de Anna,
Je suis resté assis seul dans mon appartement, réfléchissant aux deuxièmes chances, à la famille, à la fois celle dans laquelle on est et celle qu'on choisit, au pardon. Je ne savais pas si j'étais prête à laisser complètement mes parents revenir, la confiance une fois brisée ne se répare pas facilement. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux de ce qui avait été brisé. La première séance de thérapie familiale a été aussi embarrassante qu'on pouvait s'y attendre. Le docteur Lavigne, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique, nous a fait asseoir en cercle et nous a fait parler de nos attentes. « Je veux juste retrouver ma famille », a dit maman, s'essuyant les yeux. « Je veux comprendre pourquoi j'étais si facilement jetable », ai-je rétorqué. Richard s'est déplacé mal à l'aise. « Je veux être un meilleur père pour mes deux filles. » Anna, toujours la pacificatrice, a dit « Je veux qu'on soit honnêtes les uns avec les autres. » Plus de secrets ni de mensonges. Le docteur Lavigne a hoché la tête. Ce sont tous des désirs valables. Ce ne sera pas facile, mais reconnaître ce que vous voulez est un bon début. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés régulièrement. Parfois, les séances étaient productives, parfois, elles dégénéraient en disputes ou en larmes, mais nous avons continué à venir. Lentement, douloureusement, nous avons déballé des années d'incompréhension, de ressentiment et de peur. Nous avons parlé de la raison pour laquelle je me sentais obligé de les soutenir financièrement même après tout ce qui s'était passé, de la façon dont les parents de Richard avaient utilisé leur héritage comme arme pour contrôler la famille, de la trahison de Noël qui m'avait finalement brisé. En dehors de la thérapie, nous avons commencé à reconstruire notre relation de petite manière. Maman appelait, juste pour discuter. Richard m'envoyait des articles sur la gestion de restaurants qui pourraient m'intéresser. Anna et moi avons maintenu notre lien sœur, plus fort que jamais. 2 mois après le début de la thérapie, nous avons fait une percée lorsque Richard s'est ouvert sur sa propre enfance. Mes parents ont toujours utilisé l'argent pour me contrôler, a-t-il dit. En grandissant, si je ne me comportais pas exactement comme ils le voulaient, ils menaçaient de me couper les vivres. Quand j'ai voulu épouser ma première femme, ils ont menacé de me déshériter parce qu'ils ne l'approuvaient pas. Je suis resté sur mes positions à l'époque, mais après sa mort, je suppose que je n'avais plus le courage de me battre. Alors, quand ils ont commencé à traiter Erika de la même manière. Le docteur Lavigne a incité, et vous êtes retombé dans les vieilles habitudes. Il a admis, me regardant avec de véritables remords, je suis tellement désolé, Erika. Je t'ai mise en échec. Quelque chose a changé en moi ce jour-là. Pour la première fois, j'ai vu Richard non pas comme le beau-père qui m'avait trahi, mais comme quelqu'un qui avait été manipulé toute sa vie, tout comme moi. Nous méritions tous les deux mieux. Je le lui ai dit. Au 3e mois de thérapie, nous étions prêts à tester notre nouvelle dynamique familiale dans le monde réel. Maman m'a invité à dîner chez elle, ma maison d'enfance. Je n'y étais pas allé depuis avant Noël. En entrant dans l'allée, mon estomac s'est noué d'angoisse. Et si les parents de Richard arrivaient inopinément? Et si tout cela était un piège élaboré? Mais lorsque je suis entré, j'ai été accueilli par l'odeur de mon plat préféré les lasagnes de maman et une salle à manger décorée de photos, des photos de ma remise de diplôme, des photos d'Anna et moi ensemble, des photos de nous 4 à des moments plus heureux. Nous les avons remises, a expliqué maman, suivant mon regard. Elles ont leur place ici. Tu as ta place ici. Le dîner n'était pas parfait, il y avait encore des pauses gênantes et des moments où d'anciennes tensions menaçaient de refaire surface, mais cela ressemblait à un progrès. Après le dîner, Richard m'a pris à part. « J'ai besoin de te montrer quelque chose », a-t-il dit, me conduisant à son bureau. Sur son bureau se trouvait un document juridique. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. J'ai travaillé avec un avocat pour m'assurer que quoi qu'il arrive avec l'héritage de mes parents, cela n'affectera pas ce que je te laisse à toi et à Anna. Vous serez toutes les deux traitées de la même manière dans mon testament, quoi qu'il arrive. Je l'ai regardé, sans voix. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-il rapidement précisé. Il s'agit de t'assurer que tu sais que tu es ma fille, Erika. Pas par le sang, mais par choix. Et rien ni mes parents, ni leur argent ne changera jamais ça. Je ne pleurais pas souvent, mais j'ai pleuré ce jour-là. Sur le chemin du retour ce soir-là, j'ai appelé Anna. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, je lui ai dit, racontant la soirée. Je le crois, a-t-elle dit. Papa travaille sur ce testament depuis des semaines. Il voulait qu'il soit parfait pour toi. Quand est-ce que tout a tellement changé? Je me suis demandé à haute voix.
Quand tu t'es défendu, a répondu Anna. Tu leur as montré qu'ils ne pouvaient pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne pouvaient pas te traiter comme de la merde et s'attendre à ton soutien financier. Cela leur a fait réaliser ce qu'ils étaient en train de perdre. Elle avait raison. En les coupant, à la fois émotionnellement et financièrement, je les avais forcés à faire un choix, et étonnamment, ils m'avaient choisi. Lors de la séance de thérapie suivante, le docteur Lavigne nous a demandé de partager ce que nous avions appris jusqu'à présent. J'ai appris que je ne peux pas contrôler la façon dont les autres me traitent, mais je peux contrôler la façon dont je réagis, ai-je dit. Je n'ai pas à continuer à payer littéralement ou figurativement pour que les gens m'aiment. J'ai appris que j'ai épousé une femme forte, a dit Richard, regardant maman, qui a élevé une fille encore plus forte. Et que me rebeller contre mes parents était longtemps attendu. J'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang ou d'obligation, a ajouté maman. C'est un choix que nous faisons chaque jour. Anna a souri. J'ai appris que ma sœur est une dure à cuire qui ne se laisse plus marcher sur les pieds. Nous avons tous ri de ça. 6 mois après le Noël qui a failli détruire notre famille, nous sommes tous allés dîner dans un nouveau restaurant que ma société avait ouvert. Alors que nous étions assis autour de la table, riant et partageant des histoires, j'ai réalisé quelque chose d'important, nous n'étions plus la même famille qu'avant. Cette famille avait été construite sur des ressentiments, des peurs et des obligations non exprimées. Ce n'était pas parfait, nous avions encore des mauvais jours. Les parents de Richard étaient toujours une présence compliquée dans nos vies, bien qu'ils aient été remarquablement calmes depuis notre réconciliation. Les vieilles blessures refont parfois surface, mais nous nous sommes engagés à les surmonter ensemble, et c'est cela, je commençais à le croire, qui faisait toute la différence.